Il n'y a pas aussi dans les téléviseurs ou plusieurs appareils qu'on a dans les maisons, comme des télévisions, les nouvelles récentes télévisions. Les nouvelles télévisions intelligentes, oui. Oui, intelligentes, là. Puis, en fait, il y a ceux qui font de l'espionnage peuvent espionner ce qui se dit dans la maison, justement parce que tous ces appareils, que ce soit la télévision ou autre instrument, que ce soit par ordinateur, n'importe quoi, ils peuvent aller vérifier ce qui se dit dans la maison. Bon, il y a une chose, c'est que, on a parlé tantôt, je ne répondais pas directement à cette question-là, là, mais on a parlé tantôt de la fonction Zigbee. Ça rouvre la porte à une facilité d'intrusion dans notre vie privée, ces choses-là. Ça rouvre vraiment la porte là, à l'intrusion. Puis, je disais des choses dernièrement dans ce domaine-là. Regardez, après la dernière guerre, les banques ont établi leur business avec l'aide des gouvernements pour se mettre au-dessus de plusieurs lois sociales qui existent. De sorte qu'aujourd'hui, nos gouvernements n'ont pas de contrôle sur les taux d'intérêt. Pas de contrôle sur la carte de crédit, les 20 19 d'intérêt, pas de contrôle là-dessus. Bon, après, il y a eu, après les banques, il y a eu le pétrole. Bon, aucun de nos gouvernements n'a un contrôle sur le pétrole aujourd'hui. Bon, puis il y a plusieurs autres cas comme ça. Là, présentement, il y a des grandes sociétés aussi qui, c'est une grosse occasion de business et d'affaires, le traitement des données, de l'information, puis de la qualité d'information aussi. Donc, il y a des grands consortiums internationaux présentement qui se sont lancés là-dedans, puis ils se sont mis aussi, se sont protégés avec nos gouvernements pour pouvoir être au-dessus un peu de certaines lois, certains règlements. Fait que là, c'est pour ça que l'atteinte à la vie privée, c'est un danger réel. En ce sens qu'on peut venir avoir de l'information, puis on peut penser qu'ils vont, en connaissant les comportements des individus, ils vont pouvoir avoir instantanément une réponse par rapport à une action-réaction dans la société, dans les petites sociétés. Puis ça, ça explique une des raisons pour laquelle Hydro-Québec n'ont pas pris une société québécoise pour les compteurs intelligents. Parce que la société qui vend Landis+Gyr est une filiale d'une grande compagnie de traitement de données. Il n'en parle pas de ça, du traitement des données au Québec, mais toute cette information-là, il y a un important traitement de données en arrière de tout ça, là. Il n'en parle pas. Mais c'est d'abord, ils ont fait d'abord affaire avec une compagnie qui fait du traitement de données. Cette compagnie-là avait une filiale qui vendait des compteurs, alors c'est ces compteurs-là qui ont été vendus. Oui, monsieur. Que l'intérêt à Hydro-Québec, c'est une société publique et non pas privée. De jouer à ce jeu-là. Moi, j'ai travaillé au gouvernement 40 ans de temps. Ouais. Et puis, le ministère des Transports, c'était Microsoft et IBM qui vendaient tous les logiciels. Ils vendaient des logiciels qui ne convenaient pas au gouvernement. Mais il faut dire que ces compagnies-là, quand ils veulent vendre quelque chose, passer un produit, c'est plus facile de vendre de quoi à un gouvernement qu'à une population parce qu'ils ont un seul client. Il s'agit d'aller voir un sous-ministre et puis de l'informer de la façon qu'on pense qu'il est bon pour l'informer puis vendre notre produit. Puis là, on a réussi à... Alors, on peut mettre le paquet pour convaincre parce qu'on a une personne à convaincre dans le jeu. Fait que c'est le phénomène qui fait qu'on réussit à convaincre un gouvernement puis qu'Hydro-Québec marche dans un système comme ça. Alors, si on continue... Il y en a combien de compteurs achetés pour implanter au Québec? C'est 8 millions au total. Combien? 8 millions. Mais là, à date, il y en a presque 2 millions installés dans la grande couronne de Montréal. Ils ont installé. Puis là, les phases 2 et 3, ça va être le reste de la province. Probablement que ça va être les régions du sud de Montréal et de Québec qui vont être les prochaines à être installées. Mais là, toute la couronne de Montréal est faite présentement. Pour terminer, il ne m'en reste pas long, puis on pourra en parler plus. Voyez-vous, les compteurs radiofréquences, il y a un autre point, c'est qu'on installe ça dans des réceptacles que ça n'a pas été prévu pour être mis des émetteurs à ces endroits-là. Fait que là, on va mettre des appareils qui émettent des radiofréquences
Parce que si au départ, quand le Québec a été électrifié dans les années 50, on avait dit plus tard, il va y avoir dans ces boîtiers-là un appareil qui va émettre des fréquences, on les aurait peut-être pas toutes mis un à côté de l'autre de même. Normalement, aussi, les règles de Industrie Canada, 2 appareils qui émettent des fréquences ne devraient pas être à moins de 20 cm l'un de l'autre. Ils sont tout à moins. Mais ils ont trouvé une clause bien spéciale pour réussir à échapper à ça. Mais encore là, les normes d'Industrie Canada, ça a été fait dans les années 50-60 lors de l'électrification. Ça a été bonifié au fur et à mesure que la technologie augmentait. Donc, autrement dit, on a pris un système, puis on le patch un petit peu. On y colle de quoi? Au fur et à mesure qu'il y a une nouvelle technologie qui se présente. Bien, si aujourd'hui on avait à refaire les normes, on les ferait plus pareil, les normes. Mais voyez-vous, parce qu'on part d'un vieux système qui tient plus ou moins compte de ces situations-là, on réussit à passer à côté. Alors, l'option, ça c'est vraiment un dilemme dans la situation actuelle, là. Les gens, tout le monde est en droit d'avoir un doute et de dire, ben moi, je souhaite protéger ma santé, puis moi, je ne souhaite pas exposer 24 heures sur 24 par un compteur radiofréquence. Mais la seule option qu'il y a, c'est de dire, moi, mon compteur, je vais payer l'option de retrait, 206$ par année, pour ne pas en avoir. Mais dans cette situation-là, quand tous vos voisins en ont, là, ben, ça, c'est un dilemme, là. Il n'y a pas de solution à ça présentement. Oui, il y a aussi on a des lois qui devraient nous protéger, mais les lois d'environnement, en tout cas, ils nous disent qu'une radiation peut être considérée comme un contaminant, puis qu'il peut être prohibé, et puis qu'il faut avoir un certificat de conformité pour pouvoir le faire. Mais actuellement, le ministère de l'Environnement n'a aucun spécialiste qui peut émettre des certificats de conformité concernant les radiofréquences. Nos entrées électriques ne sont pas des servitudes qui permettent d'installer des appareils qui émettent des radiofréquences. L'augmentation du coût de l'électricité, partout, puis même la facturation horaire. En fait, l'électricité, actuellement, on la paye à un juste prix. Alors, si on fait une facturation horaire, il faudrait baisser le prix en dehors des heures de pointe, peut-être l'augmenter un peu aux heures de pointe, pour qu'en moyenne, on reste pareil. Parce qu'on n'est pas supposé payer plus que ce qu'il faut, là. On paye assez comme c'est là. Un peu comme ça, que je vois ça. Les dangers d'incendie ne sont pas couverts par les assurances. Les appareils, d'ailleurs, ne sont pas approuvés ULC. Oh. Il y a un petit problème avec ça, par exemple. Il n'y en a pas eu beaucoup d'incendies. Mais s'il y en a un causé par un compteur, comment aller dire à notre assurance c'est la faute d'Hydro-Québec? Ça va être plus approuvé. Il y a le respect de la vie privée. Là, on a parlé de l'antenne Zigbee tantôt. Quoi faire maintenant devant tout ça? Bien, former des groupes de pression. Il y en a plus de 50 des groupes refuges dans la province actuellement. Plusieurs autres au Canada. J'ai mentionné le site canadianforsafetechnology.com. C'est un site très intéressant. Entre autres, il dit sur ce site-là, si on veut assainir nos maisons, nos domiciles, quoi faire dans toutes les procédures. Sans nécessairement se priver totalement des nouvelles technologies. Demander à sa municipalité d'adopter une résolution pour un moratoire sur l'installation des compteurs intelligents et l'abolition des pénalités pour ceux qui veulent conserver leur compteur électromécanique. Si on va sur le site Refusons les compteurs, wordpress.com, on donne tout exactement comment faire avec les textes, etc. Tout ça. Là, on peut refuser dans les 30 jours après avoir reçu le compteur, mais si on veut refuser, c'est très bon d'envoyer son refus à une copie à son député, puis aussi à Refusons les compteurs, là, que ça puisse être comptabilisé. Parce qu'actuellement, l'Hydro-Québec, ils disent qu'il y en a très peu de gens qui se prévalent de l'option de opt-out, qu'il y en a très peu. Mais il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient plutôt un avis de non-consentement à ça. Ils disent, moi, je ne veux pas avoir, l'avis de non-consentement, ça veut dire, je veux garder mon compteur électromécanique, point. Puis je n'ai pas d'affaire à payer parce que vous ne changez rien dans mon service. Fait que là, ces gens-là, ce qu'ils font, ils barrent le compteur avec il y a plusieurs façons de le barrer, pas que personne puisse le déploguer de là, mais qu'on puisse lire quand même la consommation d'électricité. Puis à date, ces gens-là, ils n'ont pas eu de problème. Mais à l'avenir, ils vont peut-être trouver une façon de contourner ça, là, on ne sait pas.
Fait que, vous pouvez voir les sites de Estrie Refuse sur estrierefuse.wordpress.com. Refusons les compteurs. La maison du 21e siècle, c'est un magazine sur la santé des maisons. Puis si vous allez dans un des onglets, là, quelque part, là, des titres, on parle beaucoup des problématiques concernant les compteurs intelligents. C'est très bien documenté. Il y a la Coalition québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. J'aurais dû rajouter CS4ST, Coalition pour la Canadian for Safe Technology. Voilà, ça complète pas mal la présentation.